Régent Lavoie est l'un de ceux qui parient sur l'avenir du secteur. Il n'est pas le seul. C'est une école polyvalente de 3 millions de dollars qu'on s'apprête à construire à Normandin. Il n'est pas certain que dans 10 ans, cette école soit utilisée à plein. Elle devrait l'être pendant au moins 20 ans pour justifier l'investissement fait. C'est pas qu'ils sont pas dynamiques, ils sont bien dynamiques, mais c'est la mentalité. Alors, il est intéressant pour nous autres de rencontrer la famille Morin, parce que dans cette famille-là, il y a des enfants dont l'âge va de quelques 2 ans à au moins 15 ans. Est-ce que vous avez suivi, vous aussi, l'expérience de télévision communautaire qu'on a amorcée à Normandin? Est-ce que vous avez participé activement à l'école, à tout ça? Oh non. Non. Non, pas moi-même. Vous l'avez suivi quand même? À la télévision? Oui. Ah oui, à la télévision, on l'a suivi. Toute la famille. Puis, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça bon, mais quand je regarde les autres canaux, là, je trouve ça un peu curieux. Pourquoi? C'est pas des vues, c'est tout autre chose. Ouais, moi, je trouve ça formidable. Puis j'ai trouvé que ça avait... Je sais pas, on dirait que ça fait un lien entre les gens. Ça fait une approche plus directe. Et puis même si j'étais appelé à travailler avec eux autres, ou qui me demandaient à participer à un programme quelconque, je crois que moi-même, dans mon domaine de travail, je le ferais participer. D'ailleurs, je pense que je penserais à organiser, comme on donne ici et là, des cliniques spécialisées là, pour les dames là, de viande. Ce serait un des points que je souhaiterais donner avant longtemps. Ouais. Si, en utilisant la télévision. En utilisant la télévision, le poste géant Normandin. C'est ça simplement formidable. J'espère que l'expérience va être... du moins, on n'a pas eu assez longtemps, 8 jours, à nous montrer les émissions qu'ils nous ont données, qui ont pigé ici et là. Il manquait peut-être un petit peu de finition. Mais j'espère bien que avec ce que c'est qu'ils font, là, ils sont en train d'organiser les jeunes dans tous les domaines, caméraman, tout ça. Là. Surtout, ça va être des équipes d'ici de jeunes qui vont travailler. J'espère qu'ils sont capables de... Mais moi, ce que je trouve curieux, vous me disiez justement que vous autres, là, un couple de près de 40 ans, avec plusieurs enfants, vous aviez plusieurs activités ici en Normandie, vous participiez à toutes sortes de choses. Les enfants s'amusent, enfin, ils ont beaucoup de choses à faire aussi, ils se sentent bien intégrés dans le milieu. Probablement que les gens se rencontrent très souvent, qu'ils ont beaucoup d'occasions de discuter de leurs problèmes. Est-ce que la télévision, c'est vraiment une chose nécessaire pour arriver à communiquer ici, dans un milieu comme celui de Normandin, puis dans le secteur normandin? C'est-à-dire, je pense aux autres paroisses autour. Oui, d'après moi, c'est nécessaire, même si, comme vous dites, qu'on a beaucoup d'activités, on sort, on va ici, on va là. Mais encore là, la télévision, c'est majeur, quoi. C'est ça qu'on regarde le plus. C'est un autre genre de sport, si vous voulez. Alors, on se sert de ça. C'est surtout le premier point de départ, ça, la télévision, dans nos foyers. Alors, mademoiselle, vous avez regardé le Canal 3, n'est-ce pas, à Normandin? Oui, je l'ai regardé. Je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est pas assez approfondi, le show. Pas assez approfondi. Vous aimeriez mieux qu'on travaille plus longtemps avant de présenter les choses? C'est ça. Plus longtemps, je sais pas. Il me semble que c'est pas assez. Et sur le plan technique, alors, comment vous voyez ça, ce qu'on vous a présenté, là? Je trouve que c'est bien présenté. C'est divers. C'est pas toujours la même chose. On parle de plusieurs choses. Je trouve que c'est intéressant sur ce plan. Votre opinion à vous, alors? Oui, franchement, je trouve que c'est un bon projet. Ça nous aide à découvrir les nouvelles de notre région. Ça nous fait connaître plus profondément ce qui se passe ici dans notre coin. Franchement, c'est un bon projet type. Oui. Vous êtes mesureur, je crois, hein, à Girardville. Est-ce que vous auriez des idées comme pour faire des émissions, par exemple, si c'était possible pour vous de participer à la télévision communautaire? Mais pour nous autres, c'est quasiment presque impossible. On est toujours dans le bois toute la semaine, mais si jamais on vient qu'on est demandé ou on est obligé, on va les aider certainement. Mais pour donner des idées, on peut presque pas. On connaît presque rien là-dedans, comme ceux-là qui participent. Ça vous tenterait? Oui, on aimerait ça, travailler avec eux autres. La télévision communautaire apparaît comme une arme pour relever le défi du changement dans un coin où l'on mise lourdement sur l'assistance de l'État. On y détient, avec la Gaspésie, le record du chômage. Mais ce défi du développement, seuls les gens eux-mêmes peuvent vraiment y faire face. Vous avez fourni quand même
d'équipement technique, vous partez avec cet équipement-là pour aller travailler ailleurs. Qu'est-ce que les gens font ici? Quand on décide d'investir ici de l'équipement, c'est-à-dire de prêter l'équipement et du personnel, c'est à la condition que le milieu se prépare tout de suite à nous remplacer aussitôt qu'on sera parti, parce qu'on n'est pas éternel dans la région. On doit être ici jusqu'à peu près au printemps. Bon, c'est en autant que chacun de ces milieux-là est prêt à mettre sur pied le projet, qu'on lui aide en fournissant ce qu'il ne peut pas se procurer au début, en lui fournissant le matériel et certaines personnes pour assurer ses services. Le souhaitable serait que tout le monde... N'y a-t-il pas risque qu'un petit groupe s'empare de la télévision communautaire au détriment des autres? L'expérience se veut ouverte sur toute la communauté, mais il semble bien qu'elle sera fortement influencée par l'école, étudiants et professeurs. Déjà, certains se plaignent que l'agriculture soit négligée dans la programmation. Mais ce rôle de l'école est une garantie que la télé ne se refermera pas sur la petite communauté du secteur. Étudiants et professeurs se réfèrent naturellement à la région, sinon à plus large encore. Le rôle de l'école est de plus une garantie financière peu négligeable et qui pourrait assurer le succès de l'expérience. Le plus loin, qui a besoin de plus d'informations. La régionale n'a certainement pas un rôle de direction. Nous n'aimerions pas prendre un rôle de direction car nous fausserions à ce moment-là la pensée de la télévision communautaire. C'est une communauté qui doit se prendre en main. Alors, si elle est dirigée par en haut, ce n'est plus de la télévision communautaire. Le but de la régionale, c'est d'avoir une équipe de soutien. Disons que ça serait beaucoup aller trop vite que d'essayer de regrouper 4 ou 5 paroisses comme on l'a fait au scolaire. Je pense que ce serait un peu devancer les choses. Pourquoi vous êtes contre ça de regrouper 4 ou 5 paroisses ou villages? Est-ce que c'est parce que c'est trop vaste? Géographiquement, c'est presque pas impossible, mais sinon, ça peut amener des problèmes. Ou simplement parce qu'il n'y a pas assez de population, je ne sais pas, d'avoir des raisons pour ça. Je pense qu'au point de vue service, nos municipalités, même si elles sont assez petites, sont quand même donné des services valables à date. Et je me vois mal placé pour remplacer les administrateurs de chaque municipalité en place. Et je pense que le même problème se pose aussi pour les autres administrateurs. Mais si, supposons que, mais il disait ça dans les problèmes, justement, qui pourrait, au point de vue des loisirs, au point de vue de, je sais pas, financier, pour financer toutes les nouvelles techniques qui apparaissent, les nouveaux besoins, on disait qu'un regroupement serait souhaitable, parce qu'on pourrait mettre en coopération tout notre potentiel, qu'il soit financier, qu'il soit humain. Bien, à la conférence municipale provinciale qui a eu lieu à Québec, M. Tessier nous laissait entendre qu'une communauté municipale, c'était pas une fusion ou des regroupements de municipalités. C'était simplement des regroupements de services ou encore des choses qui dépassaient ou qui devaient être identiques dans chacune des municipalités. Si on pense à l'évaluation, par exemple, on sait que ce serait vraiment une bonne chose d'avoir une évaluation identique au moins pour un comté ou un secteur donné ou même toute la province. C'est des choses qu'on pourrait mettre en commun qui seraient beaucoup plus économiques. Mais on ne pourra certainement pas immédiatement donner ou fusionner au complet les municipalités. Ce sera au niveau des services et non au niveau de l'administration, le regroupement. Le regroupement, ben, on nous a laissé entendre qu'une communauté municipale, c'était ni plus ni moins qu'un gouvernement supramunicipal
qui pourrait administrer, par exemple, les règlements au point de vue police. Nos règlements de policiers pourraient être identiques, disons, dans un secteur donné comme notre secteur scolaire, exemple. Nos corps policiers auraient juridiction sur tout le territoire. On prend au point de vue pompiers ou service d'incendie, ben c'est la même chose. On pourrait mettre en commun certaines possessions d'outils qu'on a et puis partager les frais en communauté. Et il y aura certainement des avantages de ce côté-là. Tout à l'heure, je disais l'évaluation. On sait qu'au point de vue loisir, c'est la même chose. On pourrait peut-être encore là avoir quelque chose de plus valable si c'était en communauté. Mais de là à dire que toute l'administration de chacune des municipalités devrait être cédée à une communauté, ben, je pense que ce serait un peu aller vite. Même administration pour toutes les municipalités, ça serait pas... Il y aurait peut-être des avantages, il y aurait aussi des avantages. Il y aurait certainement des avantages entre les villages et les paroisses, mais de là à dire Delbo administre, par exemple, devient une municipalité qui groupe tout le secteur que nous avons présentement au point de vue scolaire. Je pense que les administrés eux-mêmes veulent être près des administrateurs et avoir le mot à dire. Et puis à ce moment-là, je pense que les administrés sentent qu'ils vont perdre beaucoup de pouvoir. Oui, ça pourrait comme dans l'école scolaire. Peut-être beaucoup pire, je pense, parce que dans le scolaire, on sait que ça prend beaucoup de techniciens et des gens compétents ou encore qualifiés dans des branches données. Tandis qu'au point de vue administration municipale, je pense que il faut connaître notre milieu et puis assez connaître nos gens pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Oui. Puis si on regarde le gouvernement, c'est le gouvernement qui propose une telle réforme. Puis on s'aperçoit qu'il disait aussi dans le rapport que le gouvernement allait faire sa réforme par étapes, puis que ce sera le gouvernement qui, d'en haut, regarderait tout ça, là, puis dirait de le faire. À ce moment-là, on peut peut-être penser que le gouvernement aurait la même mise sur la municipalité. Plus grande, je veux dire, il laisserait moins comment dire, attendez une minute, là. Moins de... Il laisserait certainement moins de liberté. C'est ça, moins de liberté aux municipalités. Vous voyez, le gouvernement, là, ce qui emmène aux municipalités, ce sont des fonctionnaires. Et ils nous emmènent ça, ces choses-là, et puis ils nous posent ça, ils nous disent, ben, on va leur donner ça, ils connaissent pas, ils savent pas peut-être ce que ça peut leur apporter, mais on va les envoyer quand même. Et ils ne sont pas assez qualifiés pour savoir ce que ça peut rapporter. Mais, moi, à mon point de vue, ça rapporte toujours des augmentations de taxes. Vous prenez des regroupements, automatiquement, même au niveau municipal, vous allez avoir un service de police. Dans ce temps-là, nous aurons des polices qui seront de l'Union. Automatiquement, l'Union, moi je ne suis pas contre l'Union, mais nous sommes rendus avec des unions qui font qui sont rendues... Il y a été un temps que les compagnies, je veux bien croire qu'ils empiétaient sur le pauvre homme, sur le travailleur. Mais aujourd'hui, c'est l'Union qui empiète un peu sur les compagnies. Et c'est pour ça que je me dis que si nous en avons, comme par exemple au niveau de la police, ou au niveau du service des déchets, nous avons peut-être souvent 3-4 hommes de trop dans un certain domaine, où est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça, même dans notre petite municipalité, avec un personnel restreint. Ce serait une réforme qui, au point de vue financier, coûterait peut-être assez cher. Pas mal plus cher. Pas mal plus cher. Puis, M. Théberge, la paroisse, elle, aurait-elle l'avantage de fusionner ou, avec la paroisse? Disons tout simplement, si on regarde une paroisse, un village, la paroisse aurait-elle des avantages? Il y a certains moments que la paroisse aurait certains avantages. Puis c'est pas bien que l'avantage de la paroisse de regrouper que le village qui peut être, c'est parce que c'est qu'on est dans un milieu, que tout le monde vit ensemble, qu'on a tous besoin les uns des autres pour vivre. Puis à ce moment-là, ça aide, on aide aux autres en se regroupant dans deux municipalités.
là, à l'heure actuelle, jusqu'à ce qu'il y a 2 administrations, ça fait faire plus de marchage, tandis que juste qu'un seul homme, un seul maire d'une place pourrait avoir toutes les mêmes choses, puis il en serait juste un de déranger au lieu de 2. Au lieu de 6 échevins, ce serait de 12 comme les 2, ça tomberait à 6. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup moins de monde. Pour être énuméré un peu mieux, puis le gars pourrait travailler et mettre plus de temps à cet ouvrage-là. Bon, j'invite les gens à appeler, ceux qui ont des questions à poser au maire invité, d'appeler au numéro de téléphone 274-2813. J'avais une autre question, je vais faire un peu le fil de mes... Ah oui. Si il y a un regroupement entre paroisses et villages, vous dites qu'il y aurait un maire, un maire pour la paroisse, le village, 6 échevins. Bon, à ce moment-là, ça groupe un secteur qui est plus grand qu'un village, puis une population plus nombreuse. Ça prendra un maire à plein temps. Absolument pas. Non? Moi, je pense qu'il y aura beaucoup plus de travail. On a des villes qui ont 20 000 hommes, mais on n'a pas encore de maire à plein temps. Mais ça, c'est peut-être une lacune. Non, ce ne serait pas obligatoire qu'un maire soit à plein temps, mais il pourrait être énuméré un peu plus haut. Pour, avec son montant, avec ses occupations, parce que la municipalité n'est pas plus grande qu'on a là, payer un maire à 20 ans, ce serait assez dispendieux. Puis par contre, il y a peut-être des fois qu'on se dit, peut-être qu'un maire à plein temps serait tout bien aussi rentable, il y aurait peut-être bien des choses qui pourraient, s'il travaillerait toujours là-dessus, qui pourraient rapporter. Parce qu'on prend des compagnies qui ont seulement que 25 puis 30 hommes, puis qui ont 2 puis 3 foreman pour administrer ça. C'est assez dur de se prononcer pour dire exactement si une municipalité ne pourrait pas se le permettre. Il y aurait certainement une étude à faire de ce côté-là. Bon, si on reprend encore cette réforme, le gouvernement aura son mot à dire. Si jamais on est accepté, Disons que la réforme, le livre blanc que le ministre nous a proposé, il nous a bien laissé entendre que c'était simplement un outil de travail pour aborder des discussions. Il nous a toujours laissé entendre qu'en aucun temps nous serions obligés de regrouper les municipalités, que nous serions toujours libres. Encore une fois, je suis très favorable au regroupement de villages et paroisses parce que on sait que tous les problèmes qui se présentent dans une municipalité, les plus gros handicaps pour apporter des solutions sont toujours les limites de territoire, où est-ce que nous devons toujours déborder un peu notre territoire. À ce moment-là, un problème qui peut prendre 1 mois à être réglé prend 6 mois, 1 an. Mais si on accepte le regroupement de la paroisse, la fusion de la paroisse et du village, quand même, je pense, je sais pas, mais il me semble que le gouvernement a quelque chose à dire là-dedans. Vous ne pouvez pas vous dire un bon matin, bon, aujourd'hui on se fusionne, mais je pense que... Ben moi, mademoiselle, j'ai toujours pensé que c'était le peuple qui avait un mot à dire partout. Oui, mais il paraît que le gouvernement, c'est le peuple. Le gouvernement, c'est pas le peuple, c'est le peuple qui fait le gouvernement. C'est le peuple et le gouvernement. Oui. Quand les gens s'en viennent nous dire, par exemple, que le gouvernement s'en vient avec des normes qu'il faut suivre, moi je dis toujours que c'est faux. Et il ne faut pas habituer la population, mais leur dire la population, le gouvernement nous a dit qu'il faut faire ça, ou sinon on va par ci, puis on va par ça. Qui garde ça, ces choses-là, puis ensuite la prochaine élection, l'autre de là, on va avoir bien perdu. Oui, mais quand même, le gouvernement, il faut qu'il donne, je sais pas, il dit oui. Le gouvernement... Habituer les gens comme ça, là, excusez mon confrère là, de Normandin, mais habituer le gouvernement comme ça, là, nos administrateurs à Québec, ils habitués à pas s'occuper du peuple, pas s'occuper de ce que le monde dit. Ça, moi, c'est un non-sens, c'est une chose qui ne marche pas. Ça fait déjà 20 ans qu'on se le fait dire, au niveau scolaire. Puis moi, je suis contre ça. C'est le peuple qui a le droit de parole, puis je veux qu'il ait le droit de parole. Oui, je comprends tout ça, M. Claude, mais le peuple, OK, il va dire, je suis d'accord, je veux fusionner. Mais je veux dire, moi, le gouvernement, il faut qu'il donne un oui pour ça. À ce moment-là... On ne peut pas décider, excusez. Oui. Le gouvernement va au-devant de nous autres pour donner le oui. Oui. C'est toujours les gens qui sont réticents. C'est jamais le gouvernement qui est contre une fusion volontaire entre un village et une paroisse. Je pense que la journée qu'une paroisse et un village dit on veut se fusionner, je pense que c'est accepté automatiquement au gouvernement. Je pense que le gouvernement, dans sa proposition de livre blanc, a senti les mêmes problèmes que nous avons. Le gouvernement a senti qu'au point de vue administratif, 1700 municipalités,
plus les villes. C'était joliment difficile à administrer. Que 2500 jeunes de 15 à 24 ans, sur une possibilité de 11 000, ont quitté la région. Et c'était en 1961. Où en sommes-nous en 1971 avec les difficultés que nous connaissons du côté de l'éducation et du travail? C'est ce que nous tenterons d'évaluer avec nos invités qui sont. Monsieur Gilles Quentin, à ma droite, gérant de la Caisse populaire normandin. Monsieur Gilles Turcotte, étudiant. Mademoiselle Francine Lévesque, étudiante. Monsieur Louis Bouchard, maire du village normandin, préfet du comté Roberval, ainsi que Monsieur Régent Boivin, professeur à l'école secondaire. Maintenant, avant de commencer nos questions, je demanderai aux gens qui veulent poser des questions à nos invités de bien vouloir communiquer avec nous au numéro 274-2813. Nous nous ferons plaisir de répondre à leurs questions. Maintenant, la première question s'adresserait à Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard, est-ce que vous pourriez nous préciser qui sont les jeunes qui quittent la région? Les jeunes qui quittent la région, ils sont de différents sortes. Et je pense ce sont surtout les jeunes qui ont le moins de préparation au niveau scolaire, au niveau des diplômes. Mais cependant, je pense que même ceux qui sortent de nos universités, qui sortent de nos cégeps, quittent un grand nombre de la région. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Disons d'abord que le facteur économique est une cause, mais je pense que le système d'éducation ne prédispose pas les jeunes au travail qui serait disponible dans la région. Parce que si on prend pour acquis que notre région est surtout dépend surtout de l'industrie forestière, de l'agriculture, de la technique. Ben, je pense que si on regarde le pourcentage de jeunes qui se dirigent vers la technique, la technologie, vers l'agriculture, vers le génie forestier, sont très peu nombreux. Alors, on se dirige surtout vers des professions libérales, telles par exemple que le droit. Disons également que surtout vers l'éducation. Alors, l'éducation est un domaine qui devient saturé et je pense qu'il faudrait de toute nécessité qu'il y ait des orientateurs, plus qu'il n'y en a à l'heure actuelle, dans les cégeps et les universités pour diriger nos jeunes vers les demandes d'emploi qui sont disponibles. Alors, selon vous, ce manque de préparation serait dû à la non-constructivité du système actuel? Il y a certainement un manque de préparation, mais il y a plus que cela, parce qu'il est évident, par les statistiques que vous venez de donner, à l'heure actuelle, que la région n'a pas les emplois disponibles pour fournir le travail aux jeunes. Il y a d'autres choses aussi qui sont très importantes. Je pense qu'au cours de discussion, on pourra revenir là-dessus. Mais je crois qu'il y aura toujours un potentiel qu'il faudra que les jeunes se tiennent disponibles pour pouvoir être capables d'aller sur le marché du travail à n'importe quel temps et n'importe où. Alors, je vous remercie. Richard? Merci, M. Bouchard. M. Boivin, j'aurais la même question un peu à laquelle M. Bouchard a répondu substantiellement à vous poser. Quels sont les principaux facteurs qui poussent les jeunes à s'exiler à l'extérieur? Les facteurs qui poussent nos jeunes à quitter le milieu sont évidemment très, très diversifiés. M. Bouchard en a touché quelques-uns, vous m'excuserez si je les répète et si j'élabore peut-être un peu là-dessus. Dans le milieu, dans le secteur normandin, j'en retiens un qui est primordial. Et c'est la mécanisation des fermes et un certain regroupement en agriculture qui limite, si vous voulez, le nombre d'emplois dans nos campagnes et a provoqué un départ tout de même assez massif de gens vers les villes.
Si on se reporte il y a quelques années, 40 ans ou 30 ans en arrière, très souvent, un cultivateur, quand il avait développé sa ferme de façon assez considérable, était obligé d'embaucher de la main-d'œuvre pour une bonne partie de la belle saison. Et ces gens qu'il employait, lorsque l'hiver commençait, allaient continuer à gagner en forêt. Alors ça faisait, si vous voulez, deux travaux saisonniers qui contribuaient à garder la jeunesse ou les jeunes chez nous. On sait qu'aujourd'hui, le nombre des cultivateurs diminue sans cesse, mais que la surface cultivée ne cesse de croître. On sait dire qu'un cultivateur aujourd'hui utilise peut-être 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus de terrain que le cultivateur d'autrefois, mais la mécanisation des fermes limite considérablement le nombre des employés. Et pour le secteur ici normandin, un milieu où l'activité économique, c'était d'abord et avant tout l'agriculture, ça l'est encore d'ailleurs, vous comprenez avec moi que ça a des répercussions considérables sur le départ de nos jeunes. D'autres conséquences indirectes, d'autres facteurs indirects, il y a la localisation des industries. On sait qu'une industrie va s'établir de préférence à proximité des grandes agglomérations, là où c'est facile de recruter sa main-d'œuvre, là où c'est facile également d'écouler ses produits puisque le marché est tout près, là aussi où les moyens de communication et les moyens de circulation sont également faciles. Alors, étant donné que notre région est en marge des régions fortement peuplées de notre province, on est en marge de la plaine du Saint-Laurent, on est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Déjà, on est isolé par un 100 000 de bois, le parc national des Laurentides. Les industries ne sont pas tellement attirées à venir chez nous. Et les industries n'étant pas chez nous, mais ça provoque un autre facteur, c'est celui du manque d'emplois à offrir. Alors, nous n'avons pas, comme en ville, une gamme d'emplois variée. M. Bouchard a touché ce problème tout à l'heure. Nos jeunes ici ont tendance à s'orienter vers des voies uniques, les professions libérales, entre autres, ou ce qui relève du domaine de l'esprit plutôt que des techniques véritables et techniques applicables à notre milieu agricole. Or, comme on choisit des carrières où ce n'est pas possible de gagner sa vie à Normandin quand on termine ses études, eh bien, veut pas, on est obligé de quitter pour l'étranger. Et il ne serait pas surprenant de constater qu'à l'heure actuelle, dans la ville de Québec, par exemple, il y a plus de gens natifs de Normandin qu'il y en a au total dans Normandin même. Or, il y a des causes et des facteurs connexes également, comme le manque d'emploi chez nous, puisque globalement, notre milieu se limite à 2 seules sources de revenus, c'est la forêt et l'agriculture, comme M. Bouchard l'a explicité il y a quelques instants. Mais, M. Bouchard, je vous arrête. Ce côté de l'agriculture, disons, excusez-moi, ce côté forêt, n'a-t-il pas été exploité en ce sens que les moulins de papier, pas des papiers qui sont installés ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là? Disons, est-ce que la main-d'œuvre a diminué? Est-ce que je sais pas, est-ce que ça a été florissant, quoi? Pour le secteur de Normandin même, je vais tenter une réponse et je passerai la parole à ceux qui voudront élaborer également sur le sujet. Disons que côté pâte et papier, c'est pas Normandin lui-même, c'est pas le secteur normandin même qui va tirer pleinement profit de cette exploitation. Pardon. C'est surtout les lieux où l'usine de pâte et papier est établie. Tel Dolbeau, par exemple, tel Riverbend ou Ilmaning, à proximité d'Alma, qui est devenu un quartier d'Alma maintenant, tel Port-Alfred, Jonquière, Kenogami. Nous, ici, c'est indirectement qu'on va gagner la vie, on va gagner sa vie avec la forêt. C'est en allant travailler en forêt. Maintenant, aujourd'hui, avec la mécanisation encore en forêt, ça limite considérablement le nombre d'emplois. Et on arrive avec un paquet de gens qui se destinaient peut-être un jour à gagner leur vie en forêt, mais qui aujourd'hui sont devant rien. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. M. Boivin, c'est-à-dire, excusez-moi, je pense que vous avez très bien répondu. Maintenant, je m'adresserai à M. Quentin. Dans le secteur normandin, l'aspect économique a sûrement un rapport très grand avec le sujet qui nous occupe présentement, c'est-à-dire le départ des étudiants tel quel. Maintenant, quel est ce rapport?
Ben, à mon avis, au départ, je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un manque à gagner, c'est-à-dire que ces individus-là, les enfants, que nos parents, ou que les parents, ont peiné, d'abord pour mettre au monde, éduquer, instruire, s'en vont à l'extérieur, et puis pour des raisons qui ont déjà été mentionnées. Le jeune poursuivant ses études dans la ville, je pense, s'adapte encore assez facilement aux habitudes de vie de la ville, au mode de vie. Je pense que ce qui lui plaît énormément aussi, c'est l'aspect loisir. Il y a énormément d'avantages aussi pour parfaire sa formation. Alors ces gens-là ne reviennent pas dans notre milieu. Alors économiquement parlant, je pense que ça a un impact direct dans notre milieu. Tout ça, ben, on l'a mentionné, on vient de le mentionner, étant donné que nos industries primaires sont la forêt et l'agriculture, ça nécessite, avec la mécanisation aujourd'hui, beaucoup moins de main-d'œuvre qu'autrefois. Il y a toute une question d'efficacité aujourd'hui sur laquelle chaque entreprise compte et capitalise énormément. Même les entrepreneurs forestiers déplorent le fait qu'ils ont énormément de difficultés à avoir de la main-d'œuvre en forêt. C'est quand même assez curieux. C'est peut-être paradoxal ce que le régent vient de dire. On a énormément de difficultés aujourd'hui à regrouper un certain nombre de gens pour opérer un chantier de façon efficace. Alors, donc je pense que pour des raisons comme ça, là, ça a un impact économique propre dans des milieux comme le nôtre. Je pense qu'il y a une chose que M. Quentin qui m'a frappé lorsque vous avez dit, par exemple, les jeunes reçoivent vers l'éducation en ville. Ça, c'est un des faits les plus marquants. Moi, je connais un nombre de mes amis qui ont mouvé soit le mort. Ils ont du travail dans la région. Que leur travail soit à Saint-Bruno, à Robert-Val, même dans d'autres centres. Puis qu'ils demeurent à Chicoutimi ou à Nord. On leur pose la question, pourquoi est-ce que vous êtes mouvé à Chicoutimi? Pour se rapprocher des maisons, des maisons de haut savoir comme l'université et les cégeps. Alors, je pense qu'une des raisons principales, parce qu'il reste que l'exode des jeunes est surtout dans le haut du lac Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Si vous prenez, par exemple, les évalués, le degré d'éducation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez constater que le degré d'éducation des jeunes qui sont alentour des universités, alentour des cégeps, est 25 à 30% supérieur au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je dis bien. Pourquoi? Parce que les maisons d'éducation ne sont pas accessibles parce que trop éloignées. Nos gens sont obligés de s'expatrier pour aller recevoir leur éducation. Alors, ils arrivent quoi? Ils reçoivent leur éducation en dehors du lac Saint-Jean. Puis, évidemment, ces jeunes-là, c'est assez rare qu'ils reviennent au lac Saint-Jean. Et ça, c'est une perte parce que ça nous coûte énormément cher. Moi, je trouve que c'est un drame terrible de dépenser autant d'argent, des milliards pour l'éducation, puis qu'en fin de compte, prenez par exemple comme cet été, Normandin, on va pas faire un gros programme dans la perspective jeunesse, de 90 à 95 000 piastres, pour justement donner du travail aux jeunes durant les vacances. Alors, on a bien eu. On a aimé mieux donner ça à Chicoutimi, à Québec, à Montréal. Puis nos jeunes ici, les autres, sont obligés de traîner les pieds dans un café, dans un grill. Alors, qu'est-ce que ça a coûté d'argent pour les faire instruire? On les perd dans 2 mois parce que le jeune se décourage et ça, c'est mortel. Je pense, M. Bouchard, que vous touchez là un point très important de côté éducation dans la région ici. Je pense que M. Boivin pourrait expliciter davantage justement ce point-là. Ah, mais
étant donné qu'il se trouve dans l'éducation lui-même. C'était remarquable il y a quelques années en particulier où il se donnait absolument rien comme option professionnelle ici dans notre secteur. Un type voulait devenir technicien dans n'importe quelle discipline. Ça, c'était automatique. Il fallait qu'il parte vers Chicoutimi, Rimouski ou ailleurs, Montréal, Québec, Jonquière, et ainsi de suite. Avec la polyvalence dans le secondaire, disons qu'on a commencé une réaction. Quoique les options qu'on offre dans le secondaire ne sont peut-être pas toujours propres au milieu, propres à contribuer à ce que le jeune gagne sa vie dans son propre milieu dès la fin de ses études. Ça, c'est autrefois. Et aujourd'hui, avec la polyvalence, on a déjà marqué un point. Avec l'inauguration ou l'ouverture d'un campus d'enseignement collégial à Saint-Félicien, dans le cadre du regroupement de l'enseignement collégial, eh bien là, on ne pourra plus dire que nos jeunes vont s'expatrier pour faire les premières années du cours collégial. Alors, ils pourront prendre la première année de n'importe quelle option à cet endroit, et ils pourront prendre la deuxième, la troisième et la quatrième, si jamais il y en a une, dans l'option qui sera définitivement installée à Saint-Félicien, ou dans les options définitivement installées à cet endroit. Puisque Chicoutimi-Auralicienne, Jonquière-Lécienne, je dis bien, Alma et enfin Saint-Félicien, c'est 4 campus égaux, si vous voulez, avec une seule administration, puis chacun des options terminales. Or, restera à provoquer, si vous voulez, dans le campus Saint-Félicien, provoquer un enseignement collégial d'options peut-être plus typiques à notre secteur Louis-Aymon, commission scolaire régionale du même nom. Alors là, on déborde sur l'aujourd'hui et sur le demain en même temps. On a une université ouverte dans la région, l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a 5 ou 6 options à l'heure actuelle d'offertes. Maintenant, ce n'est pas beaucoup, mais nos jeunes peuvent aller parfaire leurs études ailleurs. Et M. Bouchard, M. Quentin ont dit tout à l'heure que les jeunes ne reviennent pas chez nous. C'est justement parce qu'on manque d'emploi ici. C'est pas toujours les options qu'on offre, ce ne sont pas toujours les options propres au milieu, comme je le disais il y a un instant. J'ajouterais quelque chose aussi à ce que Révérend vient de dire. Moi, je ne voudrais pas pécher par trop avoir passer pour un gars qui est trop optimiste non plus. Mais je pense qu'avec la décentralisation des universités que le Québec a faite ces dernières années, on a peut-être des chances d'améliorer un petit peu notre sort. Les compagnies qui sont intéressées à venir faire de l'investissement ou qui font de l'investissement au Québec, je pense que c'est un aspect dont ils tiennent compte aussi, ça, de se rapprocher des centres universitaires. Parce qu'il y a quand même des compétences. Aujourd'hui, on tente, je pense, de plus en plus à vouloir faire rentrer, c'est-à-dire parce qu'il y a un rapprochement entre l'université et l'industrie. Et peut-être que ça sera peut-être bénéfique pour notre région, ça, l'Université du Québec à Chicoutimi. Justement, peut-être pour prendre un fait beaucoup plus réel, justement, on a avec nous 2 étudiants qui ont eu à faire face à ces problèmes ou qui feront face à ces problèmes en septembre, quitter la région. Qu'est-ce qui vous a forcé, en fin de compte, à quitter la région, toi, Francine, premièrement? Bien, moi, ça fait 12 ans déjà que j'ai été obligée de quitter la région. C'est-à-dire que j'étais à Chicoutimi. Et puis, je dois dire que la première, c'est qu'on ne donnait pas le cours collégial ici. Alors, bien, j'étais obligée d'aller à Chicoutimi pour prendre ces 2 années de collégial. Là, rester ici, il n'y a aucun moyen, aucune possibilité. On est pris pour aller à l'extérieur. Peut-être qu'avec le nouveau, ce qui va s'ouvrir à Saint-Félicien, bien, sans doute, ça va favoriser les étudiants à demeurer. Je ne m'intéresserait pas tellement non plus de rester dans la région, simplement parce que la plupart des jeunes sont partis. Puis passer une année ici, nous autres, c'est moche en maudit. Puis on se tord les tripes, on ne sait pas quoi faire. Tout ce qui reste, c'est bon gré, on peut les prendre une bière à le soir. J'aurais une autre question posée. Faire bourrer les oreilles de musique là. J'aurais une question posée. C'est assez important. Oui, mais on ne s'arrêtera pas sur la question des domaines tout de même. J'aurais une question posée. Si, mettons, nous avions eu l'argent à propos de perspectives jeunesse, comme M. Bouchard le disait tout à l'heure, est-ce que tu aurais participé activement?
Pas question de tendre les moyens, comme tu viens de dire, mais aurais-tu participé? Ça aurait été intéressant, c'est officiel. Mais ça dure simplement 2 mois, ça. Perspective jeunesse, c'est pas suffisant quand même. C'est un moyen quand même qui est bon pour les vacances. Puis pas pour tout le monde, parce que ça n'aurait pas engagé tout le monde encore. Disons que dans notre programme, on prévoyait, nous autres, du travail pour à peu près pour les étudiants des cégeps, puis du secondaire collégial, par exemple. Mais on prévoyait entre 50 à 60 étudiants. On avait 90 000 $, puis tous des programmes qui étaient rentables. Alors, je suis absolument mécontent. C'est pas pour moi. Moi, je sais que ça m'aurait donné du travail de plus. Mais... Seigneur, toi qui as dit déjà, si Yahvé ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons, donne-nous de croire que tu es là dans cette œuvre que nous désirons poursuivre, mais que nous trouvons souvent trop difficile dans le monde présent. Aide-nous à accueillir pleinement notre vocation de fils de Dieu, qui nous rend responsables, tous et chacun, de l'éducation chrétienne des jeunes chez nous. Aussi, nous te prions, Seigneur, de bénir chacun de nous, afin que par nous, tu réalises tout le bien que tu attends de ce projet de vie, pour la plus grande gloire de ton royaume, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, M. le curé d'Albanel, au nom des prêtres, va répandre nos bénites. Et nous allons maintenant entendre la chorale qui va nous chanter le chant de conclusion de cette célébration. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, racontez aux nations sa gloire, à tous les peuples ses merveilles, chantez Yahvé, toute la terre. Racontez aux nations, famille des peuples, racontez aux nations, gloire et puissance, joie dans le ciel, exulte la terre, gronde la mer en sa plénitude, chantez Yahvé, toute la terre. Adorez Dieu dans son parvis, craignez sa force toute la terre, car il viendra pour juger la terre, il jugera le monde en justice. Chantez Yahvé, toute la terre. Chantez Yahvé, toute la terre. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mais l'on
nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Le Dieu tout aimable est né dans les tables, gracieux et beau, sur la paille humide, charmant et candide, comme un doux agneau. Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlons nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Qui pourra comprendre le regard si tendre de ce Dieu sauveur? Oh, qui pourra dire combien son sourire est plein de douceur? Les chœurs angéliques ont chanté Noël, mêlons nos cantiques aux accents du ciel. Noël, Noël, chantons tous Noël, 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 chantons tous Noël. Adeste fideles, litin triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum.
Comme vous avez pu le constater, la télévision communautaire a beaucoup de mémoire. Nous avons de fait plus de 70 heures d'émissions dans nos archives. Vous conviendrez avec moi qu'il était impossible de tout vous montrer ce soir. Il nous reste à présent juste le temps de faire un long voyage. Nous allons d'abord voler au-dessus de Normandin, à bord de l'avion de M. Jean-Paul Darvaux, pour ensuite planer dans le temps et nous retrouver dans les rues de Normandin en 1950. D'autres images subséquentes vous rappelleront bien des souvenirs. C'est notre façon à nous de souligner votre centenaire de fondation. C'est à Normandin que vers la liberté Picard elle aussi. Ils ont défriché le sol et ils sont repartis. Durant l'hiver trop froid, pour revenir ensuite, s'établir au grand rang. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. En 78, tous les descendants sont là pour venir nous prouver.
Parce que j'ai beau essayer des fois de m'envoyer ça par en dedans, ça sort par en arrière. Mais c'est pas facile. Ça vous arrivera peut-être à quelqu'un un jour. Il y a le concours de la chanson, c'est Jacques Beaufouet, le joli garçon, qui composait cette chanson en tapant sur mon fleuron. Ah ouais, en avant nos gens, ah ouais, en avant, ah ouais, en avant nos gens, ah ouais, en avant. Excusez-la. Il y a des gens qui ont leurs yeux et qui ne savent pas regarder, ne savent pas s'en servir. Oui. J'ai l'impression, j'ai la certitude aussi. Seulement que, voyez-vous, des gens qui n'ont jamais souffert de la vue, mais ils ne se rendent pas compte comment est-ce que c'est que ça peut être grand la vue. Eux autres, ils ne sont pas privés de... Je ne sais pas de ces idées. Il ne faut pas s'en rendre compte. Une personne qui est affectée de la vue, quand même qu'elle est pareille. Une personne qui a de fou de ça rend beaucoup plus compte. C'est un Normandais que vers la liberté Picard elle aussi. Ils ont effléché le sol, ils sont repartis durant l'hiver trop froid pour revenir ensuite s'établir au grand vent. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. En 78, tous les descendants sont là pour venir nous prouver qu'il fait bon de vivre.